Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire mensuel qui est organisé par Morocco Sim. Et pour ce webinaire de ce mois-ci, donc nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir notre très cher ami Walid Naïja qui va se présenter tout à l'heure. Et ce webinaire va être modéré par Dr Demri Neda, qui est membre du board national et trésorière de la Société marocaine de simulation en santé. Donc, sans plus tarder, Neda, je te passe la parole. Bonsoir à toutes et à tous, chère grande famille de la Morocco-Sim. Je tiens à vous présenter tout d'abord les meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année 2025. Et je tiens à remercier chaleureusement notre cher président de la Morocco-Sim, professeur Mohabi, auquel je tiens à exprimer ma grande gratitude pour cet honneur qui m'a été accordé en me confiant cette grande responsabilité de modérer ce webinaire. Je passe directement à la présentation de notre prestigieux invité. Le tout premier de l'année 2025, c'est tout à fait normal. Nous avons besoin du vent de l'Est et du charme archéologique de la ville de Sousse. Et je tiens à saluer à travers vous tous nos amis tunisiens. En leur tête, notre cher ami et frère, professeur Sami Suissi. Je suis sûre que professeur Adib, s'il est présent avec nous maintenant, est tout content. Il a une deuxième appartenance tunisienne. Donc, le choix de notre invité n'a pas été fait par hasard. Professeur Neija, vous êtes un enseignant universitaire, anesthésiste réanimateur. Vous êtes chef de service de réanesthésie à l'hôpital Saint-Lô de Sousse. Vous occupez également le poste du président de la Société tunisienne de simulation santé depuis août 2024. C'est une nomination toute récente, amplement méritée. Félicitations pour le poste. Vous êtes le directeur du centre de simulation, le CESIM de Sousse. Et vous étiez également vice-président de la Société tunisienne d'anesthésie et de réanimation. Et j'ai vu que vous êtes très actif sur plein de comités pédagogiques au niveau de la faculté. Vous encadrez des thèses, vous avez réalisé beaucoup de travaux de recherche scientifique. Donc tout le dernier, corrigez-moi si je me trompe, l'information remonte juste à 2 mois, le mois de novembre 2024, et ça tombe sur la simulation. Vous aviez un article intitulé Nursing and Student Satisfaction and Self-Confidence with Simulation-Based Learning and its associations with simulation, design characteristics and educational practices. Si vous êtes bien d'accord. Donc, vous allez nous parler, si vous permettez bien aujourd'hui, de votre expérience et avis sur la mise en place et euh, comment assurer la viabilité de centres de simulation. Ces centres qui sont une plateforme réelle et on va dire une structure ressource sur laquelle on va dérouler tous les processus d'enseignement et de recherche en simulation. Donc, vous aurez, s'il vous plaît, 30 minutes pour partager votre expérience. Et je demande à l'audience s'y présente de poser par la suite des questions, soit directement par écrit sur le chat, soit en parlant sur le mode vidéo. Donc, je vous invite à le faire. Donc, on est entre familles, on peut parler entre nous. Et donc, pour le moment, sans tarder, je vous demande de rester connecté par tous les sens cognitifs, techniques et non techniques. Et je vous laisse la parole, professeur Neja. Merci, docteur Dami, pour cette présentation. Merci, professeur Mohamed, pour cette invitation pour ce webinaire avec Marocco Sim. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde, une bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je vais essayer de partager mon écran. C'est bon? C'est parfait, Walid. Merci encore une fois. Donc, il m'a été confié la tâche de parler essentiellement de la mise en place et de la viabilité des centres de simulation en santé. En effet, la conception d'un centre de simulation
bien pensée et bien conduite permettra de créer les conditions idéales pour atteindre les objectifs éducationnels et garantir ainsi sa pérennisation. Je vais commencer par cet article qui est un petit peu ancien, qui date de 2002, dans lequel c'était une enquête internationale qui avait répertorié l'existence d'à peu près 158 centres de simulation de par le monde. Beaucoup de ces centres s'inscrivaient dans le domaine de la recherche universitaire essentiellement, et peu d'entre eux faisaient de l'évaluation, de l'acquisition des compétences, qui est un élément très, très important. Les auteurs de ce travail ont conclu à la sous-utilisation des ressources dans un domaine pourtant en pleine expansion, et faisant ressortir des difficultés rencontrées pour la création des centres ou bien des laboratoires de simulation, essentiellement les problèmes financiers, le manque de formateurs et le manque de temps. Il y a plusieurs sociétés savantes qui ont proposé l'accréditation de certains programmes d'accréditation de certains programmes, en particulier en médecine d'urgence, en anesthésie, en obstétrique. C'est aussi, il y a des centres qui ont qui ont aussi sujet à une accréditation concernant l'aspect matériel et fonctionnel. Et juste en 2012, en France, la Haute Autorité de Santé a proposé une classification des centres en fonction des ressources disponibles. Et ils ont défini un centre de simulation comme ils l'ont désigné comme une structure institutionnelle qui regroupe un ensemble de ressources humaines, scientifiques et éducationnelles, immobilières, techniques et logistiques, ayant une vocation à être utilisées au service de l'enseignement et de l'apprentissage, dans le cadre de dispositifs ou de programmes de formation de professionnels de santé. Pardon. Et ils ont décrit trois niveaux de centres qui pourraient être identifiés en fonction de différentes caractéristiques liées aux activités pédagogiques, scientifiques proposées, aux ressources humaines et aux équipements. Ces différentes caractéristiques sont des repères pour aider les centres de simulation à s'organiser et elles ne sont pas opposables. Il n'est pas établi que toutes les structures concernées constituent un ensemble homogène, que ce soit au regard de la nature et de l'importance des ressources qui y sont effectivement rassemblées, ou à celui des usagers pédagogiques qui sont faits. Dans tous les cas, étant donné l'importance des investissements de toute nature qui sont en jeu, il est essentiel que la décision de créer un centre de simulation ou un laboratoire de simulation s'appuie sur une bonne réflexion institutionnelle approfondie. Celle-ci doit notamment clarifier pour toutes les parties prenantes les valeurs et les finalités éducationnelles qui rendent légitime le recours à la simulation dans un cadre de dispositifs de formation professionnelle, d'identifier les moyens à déployer en vue de l'implantation du centre et d'anticiper le pilotage managérial du centre et surtout l'évaluation des dispositifs de formation qui sont mis en œuvre pour améliorer la qualité du fonctionnement de ce centre de simulation. La seule disponibilité de diverses ressources qui permettent d'organiser des activités de simulation ne suffit pas à justifier qu'on y ait recours. On peut avoir du matériel, mais ça ne veut pas dire qu'on a un centre qui fonctionne. Donc, il est nécessaire d'identifier explicitement en quoi elles permettront d'atteindre de façon plus efficace et plus efficiente des objectifs qui sont fixés et qui seront difficiles à satisfaire sans utilisation de la simulation. Les arguments qui rendent légitime et au recours à la simulation dans le cadre de la formation des professionnels de santé sont maintenant
clairement identifiés. Il concerne le transfert des connaissances et d'apprentissage, les ressources didactiques supplémentaires et alternatives, et surtout, la nécessité de sécuriser les expériences d'enseignement et d'apprentissage au regard des conséquences délétères que l'on pourrait comporter vis-à-vis des patients en parlant de l'éthique de formation. Même si de nombreuses institutions de formation en sciences de la santé utilisent la simulation depuis longtemps, il est très difficile d'identifier une structure type. On a parlé tout à l'heure des 3 niveaux, mais on ne peut pas identifier une structure type sur laquelle on peut créer un centre de simulation. Il n'existe pas de recommandations consensuelles quant aux différents moyens à déployer, qu'il s'agisse des éléments concernant l'architecture du centre, les moyens humains ou les outils de simulation. Certains points communs relatifs à l'organisation d'un centre de simulation sont cependant identifiables dans la littérature. Ils concernent respectivement les architectures du centre, les moyens humains et personnels et les outils de simulation. Les centres de simulation décrits habituellement peuvent être considérés comme une entité indépendante, mais en lien avec les institutions de formation le plus souvent. Ils mettent en place à la fois des activités concernant la formation initiale des étudiants, mais aussi la formation continue de professionnels de santé. Les espaces, l'organisation des équipes et les formations proposées sont élaborées dans une perspective de visibilité de la structure. Sans entrer dans la particularité propre de chaque centre de simulation, il est commun d'identifier plusieurs salles le plus souvent, un bloc opératoire, une salle de procédurale, une salle de débriefing, une salle de communication, surtout pour la simulation en consultation, une salle de conférence et sans oublier des espaces extérieurs, en particulier si on a une activité de simulation en pré-hospitalier. Les espaces ouverts de détente, propices aux échanges informels, ainsi qu'une salle de pause dans des espaces qu'on peut utiliser fréquemment. Dans les centres de simulation, il faut une gestion de flux. Et surtout, il ne faut pas oublier, puisqu'on utilise la sonorisation, elle est très, très importante. Et pour ne pas avoir des interférences entre les salles, il faut gérer l'insonorisation entre les salles et cela doit être constitué un élément de réflexion préalable avant de la conception du centre. Il faut autant que possible prévenir les interférences potentielles entre les activités universitaires et hospitalières, car de nombreuses activités de simulation sont bruyantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le développement des activités de formation aux habiletés de communication aussi nécessite un environnement d'enseignement et d'apprentissage adapté. Par ailleurs, les centres de simulation sollicitent fréquemment des patients standardisés dont les rôles sont joués par des acteurs le plus souvent qui prennent place dans ces salles de consultation et disposent d'une pièce qui leur sont propres, telles que les vestiaires, les bureaux qu'ils utilisent. L'espace de stockage aussi doit être bien identifié. Il devrait constituer à peu près 20% de la surface totale du centre. Et en distinguant les espaces à proximité des utilisateurs pour les équipements fréquemment utilisés, mais aussi un espace pour les équipements peu utilisés et idéalement en prévoyant des possibilités d'extension. D'autres considérations du fonctionnement moins spécifiques doivent être citées par les concepteurs d'un centre, tels que l'éclairage,
parce qu'on utilise beaucoup de vidéos, l'accueil, les vestiaires, les conditions d'accueil des enseignants, la stratégie des communications et surtout, puisqu'on utilise beaucoup de consommables, il faut un circuit pour le consommable. On identifie aussi comme autre élément indispensable pour un centre de simulation, dès la phase initiale du projet, les ressources en formateurs. Ces formateurs qui ont des compétences pédagogiques spécifiques par rapport à la problématique de recours à la simulation dans les dispositifs d'enseignement et d'apprentissage. Et c'est pour cela on en voit beaucoup actuellement de formations universitaires diplômantes pour former des formateurs en simulation qui existent depuis plusieurs années. En dehors de celles liées à l'enseignement, d'autres tâches sont à assumer au sein d'un centre de simulation. Elle comprend la maintenance, le fonctionnement du matériel informatique et audiovisuel, il y a la programmation, il y a le secrétariat, et donc il y a beaucoup d'autres fonctions qui sont indispensables dans un centre de simulation et qu'il faut prévoir dès la conception d'un centre. Donc, le projet de conception d'un centre doit prévoir de recruter dès le départ un personnel correspondant. Les activités d'un centre de simulation sont coûteuses en temps d'enseignement, mais le développement de formations multiprofessionnelles est une piste qui va permettre d'envisager une mutualisation partielle des compétences d'enseignants entre les différentes institutions de formation en sciences de la santé. Concernant les outils, le matériel à acquérir comporte aussi bien le matériel de simulation, mais aussi l'équipement audiovisuel, qui est un dispositif technique très utile pour assurer les séances de simulation. Donc, il est nécessaire de bien distinguer respectivement ce qui relève de la transmission du son et de l'image pour les observateurs et aussi les possibilités d'enregistrement qui faciliteront le débriefing et la mise en place de protocoles de certaines études. Idéalement, ce choix du matériel audiovisuel devrait reposer sur l'expertise des professionnels en audiovisuel et en communication qui vont assurer la maintenance de ce matériel. Les interfaces utilisées pour ces mises en situation peuvent être de nature différente. Et plusieurs classifications qu'on connaît, qui ont été proposées, on distingue tout ce qui est interface organique, animale, cadavre et vivant, mais aussi des interfaces non organiques, synthétiques ou électroniques. En plus de ces interfaces en matériel de simulation, le milieu dans lequel prendra la place en situation simulée sera plus ou moins fidèle et dans plusieurs dimensions, telles que dimension psychologique, l'équipement et l'environnement sensoriel et temporel. La dernière partie pour la réflexion avant la mise en place nécessaire pour la conception d'un centre de simulation, c'est la nécessité de planifier cette mise en place du centre. Il convient en effet d'anticiper les informations à acquérir afin d'être en mesure de procéder aux divers ajustements qui s'avèrent nécessaires dans le cadre de développement du centre. Et il est important de bien distinguer d'une part le pilotage managériel du centre et d'autre part l'évaluation des dispositifs de formation qui seront implantés. Pour le pilotage managériel du centre, la conception, on peut se baser sur le modèle SWOT qui est un modèle qui peut fournir l'analyse stratégique
dont la viabilité a été expérimentée par plusieurs centres de simulation pour les guider dans l'élaboration d'un plan de développement. Les forces et les faiblesses font référence à des déterminants internes au centre, alors que les opportunités et les menaces concernent des déterminants externes liés à l'environnement du centre. Et cette analyse SWOT est préalable peut être réalisée en équipe ou en individuel avant la confrontation collective. L'évaluation aussi des programmes est un processus formel qui constitue à délimiter les champs et à identifier les forces d'information relatives au programme et aux dispositifs de formation, à interpréter et à interpréter celles-ci dans un but à prendre à l'égard des programmes concernés et les meilleures décisions éclairées possibles. Dans tous les cas, il va s'agir de documents de quelle manière les atteintes des différentes parties prenantes sont prises en compte pour rendre compte publiquement de la manière dont les établissements d'enseignement supérieur s'acquittent de leur modèle social. Après la conception, il y a la création. La création et la viabilité du centre. Il n'existe pas de solution unique et idéale pour développer un centre de simulation, car les besoins, les circonstances, les limitations diffèrent pour chaque établissement. Cependant, les étapes sont généralement les mêmes. Le processus peut être divisé en 8 parties. Certaines parties peuvent parfois progresser en parallèle ou démarrer dans un ordre différent suivant les cas. Ces 8 parties, on va les voir une à une. La première, c'est de former les équipes de conception du centre. Le développement et la conception d'un centre de simulation constitue un effort collaboratif et, comme on l'a vu tout à l'heure, multidisciplinaire, afin que tous les systèmes qui le composent soient intégrés de façon optimale. L'équipe doit être composée d'un responsable de projet choisi parmi les utilisateurs et qui doit avoir une grande connaissance en simulation. Mais aussi, il y a des représentants des disciplines et des professions qui feront usage de ce centre, car ils possèdent des connaissances dans leur curriculum de formation, ainsi qu'un représentant des services techniques de l'établissement au sein duquel le centre sera aménagé ou construit. Il est aussi recommandé, afin de supplémenter l'expérience des membres locaux du projet, de faire appel à des consultants externes pour obtenir d'autres opinions, des conseils pour résoudre certains dilemmes ou de proposer des solutions à des problèmes identifiés. La deuxième étape, c'est d'identifier la localisation et le type de formation. Cette partie va comporter l'analyse des besoins, qui est une phase très importante pour le centre, car elle détermine en majeure partie son architecture et l'équipement qui sera utilisé. Il faut aussi tenir compte du fait que l'objectif principal d'un centre de simulation est de créer un espace éducationnel plutôt que de répliquer de façon exacte l'environnement clinique. La simple réallocution d'un espace clinique en tant qu'espace éducationnel n'est pas suffisant. En effet, de par l'activité primaire et la technologie utilisée, un centre de simulation
diffère considérablement de l'environnement clinique. En effet, certaines pièces spécialisées, comme les salles de contrôle et d'observation, doivent être judicieusement localisées dans un espace de centre de simulation. Il est aussi préférable pour la technologie d'y être intégrée de façon appropriée dans des pièces spécialisées comme des salles de contrôle et d'observation. Suivant le type de formation offerte, la spécialité et la profession des utilisateurs diffèrent. Donc, les professionnels qui vont utiliser les centres vont utiliser des salles qui peuvent être requises, comme si on était dans un bloc opératoire, une salle d'urgence, mais aussi on peut envisager des salles qui peuvent être modifiables. Outre le budget, l'emplacement désigné pour la construction d'un centre ou la rénovation d'un espace existant peut être des contraintes qui limitent l'utilisation et les types de formation et de services que le centre pourra offrir. Un centre de simulation qui n'est pas pratique d'accès pour une raison quelconque, telle que la distance à parcourir pour s'y rendre, ou surtout dans un centre hospitalier où on a un centre de simulation, aura potentiellement des difficultés à organiser des sessions. Pour être accepté par la hiérarchie, le personnel de santé doit passer un temps minimal pour se déplacer entre le poste de travail et le lieu de la formation. S'il y a plusieurs options à choisir pour la localisation du centre, celles-ci sont à prendre sérieusement en considération de point de vue facilité d'accès par les utilisateurs principaux de l'espace offert et des futures opportunités d'élargissement du programme de formation. La troisième étape, c'est de développer une stratégie d'adoption de la simulation. Suivant les circonstances, cette étape sera élaborée un peu plus tôt, mais il est important de réaliser que le développement de la stratégie d'adoption de la simulation au sein d'un grande influence sur l'activité globale du centre, dans sa mission, sa taille et son emplacement. Cette stratégie doit être prise en compte lors du développement du centre de simulation. Si l'adoption de la simulation est sérieusement considérée en tant que stratégie de formation professionnelle continue pour les professionnels de la santé à l'échelle d'un établissement, plutôt qu'au niveau d'un service ou d'un programme de formation, des ressources appropriées doivent y être consacrées afin que le programme soit de haute qualité et durable. Bien que cela puisse paraître un investissement considérable au départ, d'importantes économies peuvent être réalisées grâce à une meilleure formation du personnel qui va se traduire par un meilleur traitement des patients et donc des coûts de traitement réduits. Donc, avec une approche de formation visant à réduire, par exemple, la durée d'hospitalisation de certains patients dû à des mauvaises pratiques, l'investissement du centre de simulation peut être relativement rapidement rentabilisé. Une fois le centre est opérationnel, la mise en place d'un processus formel, comme on l'a vu tout à l'heure, d'évaluation est aussi très utile, non seulement pour apprécier la qualité de la formation et de l'environnement dont les praticiens bénéficient, mais aussi pour déterminer s'il y a un effet notable sur la qualité de soins reçus par les patients. Le résultat de ces évaluations permettra l'élaboration d'un rapport annuel d'activité qui sera probablement analysé soigneusement par les responsables de l'institution. Pour le choix de l'équipement, non seulement des modalités de simulation qui sont adoptées, mais aussi plusieurs facteurs dont la fonctionnalité, la fiabilité et la facilité d'utilisation.
Ces points sont primordiaux, particulièrement dans les cas où le centre n'a pas de personnel permettant pour assurer le bon fonctionnement et surtout l'entretien de tout l'équipement. Le choix de l'équipement peut aussi avoir un impact sur la conception du centre au niveau de l'infrastructure physique et informatique en raison de la technologie qui va être utilisée. Une ou plusieurs salles techniques de taille variable peuvent être requises qui va être utilisée pour un entrepôt de pièces de rechange parfois, pour effectuer des réparations sur l'équipement ou simplement dénoyer certaines composantes nécessaires au fonctionnement de certains simulateurs. La possibilité d'utiliser des patients standardisés n'est pas aussi sous-estimée, car certains objectifs pédagogiques sont réalisés plus efficacement avec cette façon. Leur utilisation implique aussi un coût sous la forme d'un salaire, mais aussi de frais de déplacement de ces patients standardisés. Les coûts associés aux différents types et outils de simulation doivent être pris en compte dans le budget opérationnel annuel du centre. Concernant l'équipement audiovisuel, l'achat de ce système est un investissement important, tant au niveau financier que dans sa fonctionnalité, car c'est un composant essentiel au succès de certaines sessions de simulation, en particulier la simulation haute fidélité, en particulier en présence d'observateurs ou s'il est nécessaire d'analyser certains événements d'un scénario. Donc, il est donc préférable de considérer les différentes options avec une attention particulière à l'étape initiale du projet afin que le système audiovisuel peut être totalement intégré dans le centre de simulation. C'est aussi une étape où l'expérience d'un spécialiste peut être très avantageuse afin d'utiliser des technologies à son meilleur potentiel. Les options de système audiovisuel sont de plus en plus nombreuses actuellement sur le marché, mais toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients, que ce soit au niveau de contrôle des caméras, de sauvegarde des vidéos ou de leur annotation. Et si le centre a l'ambition de grandir, il est important d'anticiper ce scénario afin d'assurer que le système audiovisuel qu'on a choisi soit facilement extensible sans engendrer un coût additionnel qui peut être très élevé. La sixième étape, c'est d'essayer de travailler avec les architectes et les constructeurs. En effet, les architectes et les constructeurs qui ont l'expérience de la conception et le développement d'un centre de simulation sont très peu nombreux, d'où l'importance et l'utilité d'obtenir le support d'un consultant ou d'un expert en simulation externe à l'établissement hospitalier ou universitaire afin de guider l'équipe dans les décisions à prendre. La conception d'un centre de simulation est probablement différente de n'importe quel autre projet hospitalier ou d'espace éducationnel dans lesquels les architectes et les constructeurs ont été antérieurement impliqués. Une explication détaillée de la méthode d'enseignement et l'organisation de la visite d'au moins un autre centre sont vivement recommandées afin que toutes les personnes impliquées partagent la même vision et la même compréhension de ce que le centre doit être capable d'offrir et ses utilisateurs ont comme surtout la technologie qui va être utilisée dans les salles. La septième étape, c'est de développer les espaces du centre. Donc, le choix de l'espace du centre doit être guidé par l'étude des besoins. Ce processus doit non seulement prendre en compte
les spécialités concernées, le type de formation et d'équipement requis, mais aussi le nombre de participants. Il faut déterminer en particulier le nombre de salles de simulation et d'observation nécessaires. Et si besoin, le nombre de salles de pratiques cliniques, de bureaux. Il faut aussi prévoir les salles de contrôle et d'observation. Est-ce qu'ils sont partagés ou non entre plusieurs salles de simulation ou pas? L'étude attentive de tous les documents élaborés pendant les phases de conception est très importante. Elle comprend non seulement l'analyse du plan global du centre avec la position des différentes salles, mais aussi la prise en compte des caractéristiques acoustiques fonctionnelles ainsi que leurs capacités et les installations mécaniques telles que la ventilation, l'électricité, le réseau informatique et téléphonique et l'équipement qui sera utilisé ou installé en permanence. La flexibilité aussi de l'espace est un point important à considérer afin d'être capable de pourvoir à d'autres besoins que ceux initialement prévus. Ainsi, l'utilisation de cloisons amovibles avec une bonne qualité sonore entre certaines salles de débriefing ou de simulation peut être très utile. Les espaces de rangement, comme on l'a vu tout à l'heure, doivent être stratégiquement localisés et de capacité suffisante pour recevoir tout l'équipement du centre. La dernière étape, c'est la formation. Quel que soit le niveau d'expérience clinique ou pédagogique, toute personne désirant devenir formateur par l'utilisation de la simulation doit subir une formation spécialisée afin d'assimiler les principes des différentes modalités de cette technique. De nombreux programmes, comme on l'a vu tout à l'heure, existent à travers le monde, allant d'un cours de courte durée à une formation plus approfondie et sanctionnée par un diplôme universitaire. La simulation haute fidélité n'est pas une méthode d'enseignement traditionnelle que toute personne peut acquérir facilement, même après une période de formation. L'usage inapproprié de la simulation par un enseignant non formé à cette méthode dans la réalisation d'un scénario et surtout lors d'un débriefing pourrait avoir des effets néfastes sur les apprenants. Donc, un cours de formation de base et une période d'observation et d'apprentissage aux côtés d'un formateur expérimenté devrait être le minimum requis avant d'octroyer le titre de formateur en simulation. Après la phase de création d'un centre de simulation, pour assurer son fonctionnement au quotidien d'un point de vue financier, on l'a vu que le coût il est très important, est un véritable challenge. La simulation haute fidélité en particulier est une méthode d'enseignement onéreuse à cause de la quantité importante de personnel impliqué par rapport au nombre parfois de participants et souvent en raison d'équipements et de technologies utilisées. Il est important de considérer la possibilité de partager des ressources humaines et physiques avec d'autres établissements ou services afin que l'utilisation soit optimisée et les coûts de financement moins importants. Il est parfois possible de créer des partenariats avec une ou plusieurs entreprises qui pourraient bénéficier de l'utilisation du centre en retour de contributions financières, par exemple, pour la prise en charge de l'achat et de l'entretien de certains appareils médicaux. Une autre solution possible est l'obtention de prêts à moyen ou long terme d'équipement pour le centre, tout en s'assurant que celle-ci correspond aux besoins et non pas simplement à ce que l'entreprise veut promouvoir pour ses raisons stratégiques ou surtout de marketing. L'autofinancement d'un centre de simulation est aussi un objet difficile à atteindre et à maintenir en raison du coût élevé du fonctionnement.
certaines de ces dépenses mensuelles, comme les salaires, alors que d'autres sont beaucoup moins régulières, telles que l'achat du système audiovisuel et sa maintenance, les sources de revenus d'un centre de simulation sont potentiellement nombreuses et peuvent être réparties sur plusieurs catégories suivant leur type d'activité. Une activité telle que l'activité pédagogique. En effet, pour la plupart des centres de simulation, l'activité principale sera la réalisation de sessions de formation visant à adresser certains objectifs éducationnels. Cette activité devra être financée par l'institution d'origine des participants afin de couvrir les frais liés à l'utilisation de l'équipement, au remplacement des accessoires jetables et à l'utilisation de l'espace et des facilités ou salaires de formateurs. Elle a une activité commerciale, donc pour le centre qui ne sont pas totalement financés par les institutions, les activités commerciales peuvent être leur source principale de revenus. Le plus souvent, les revenus de sources externes sont générés en offrant des cours spécialisés utilisant l'équipement hautement technique du centre. Ces activités peuvent être aussi inclure la location des moyens offerts par le centre pour diverses réalisations telles qu'un tournage, des clips vidéo ou de films, de recours à des formations organisées par des entreprises pharmaceutiques ou d'équipements médicaux pour tester leur matériel ou bien leur appareil médicaux dans un cadre d'environnement simulé et donc à l'écart de vrais patients. Un centre de simulation a aussi l'opportunité de s'engager dans une activité de recherche. En plus de contribuer à l'établissement de la réputation externe du centre, être actif dans le domaine de la recherche peut être utile afin de documenter les activités pédagogiques du centre et l'impact que celles-ci ont sur le travail d'équipe et sur les soins donnés aux patients. À moins que les activités de recherche soient directement liées à des activités déjà financées, il est souvent essentiel d'avoir une bourse de recherche. Autre source, c'est les donations, qui peuvent aussi apporter des revenus non négligeables, mais peuvent être difficiles à prévoir et donc doivent être considérées comme un bonus. Les donations sont généralement plus faciles à obtenir lorsqu'il y a un projet particulier à accomplir, tel que le développement ou l'agrandissement du centre, ou bien l'achat d'un matériel spécialisé. Ceci requiert souvent le support du département de relations publiques de l'institution. Le management d'un centre de simulation médicale est le plus souvent difficile. La simulation est une discipline en constante et rapide évolution, tant au niveau des connaissances médicales qu'elle permet d'enseigner que par l'évolution des techniques de simulation elles-mêmes. Les contraintes, comme on l'a vu, sont nombreuses et la collaboration de différentes structures et institutions constitue un véritable challenge et d'autant plus dans un contexte de budget et de personnel limité. Donc, la simulation reste onéreuse. Les principaux coûts étant la masse salariale, l'acquisition et la maintenance des simulateurs, ainsi que le coût lié à des locaux dédiés. Et ce coût élevé doit inciter fortement, à défaut d'envisager une véritable rentabilité pour que notre centre soit rentable et donc à optimiser le fonctionnement du centre dont on dirige. Quelle que soit la taille du centre, on peut identifier plusieurs enjeux communs à tous les centres de simulation. Une organisation, une gestion optimale du centre, le recrutement et la fidélisation des formateurs, l'acquisition et la maintenance d'un parc matériel de formation, la communication afin de faire connaître et reconnaître le centre de simulation
et de développer sa notoriété. Toutes les stratégies ayant pour but d'optimiser le fonctionnement doivent être déployées. Le centre doit être doté d'un planning de formation maintenu, mis à jour et consultable idéalement sur un site internet ou intranet. Ce planning est géré idéalement par un contact unique qui recueille et traite les demandes de formation. Ces demandes effectuées soit par courrier électronique ou par un formulaire afin de conserver une trace écrite. Il est recommandé d'établir une règle de date limite pour l'organisation et la validation de ces scénarios, en particulier la validation pédagogique, durant ceci afin de limiter au maximum les demandes de dernière minute et l'improvisation qui peuvent être dommageables. Ce planning permet aussi d'identifier les plages dédiées à la maintenance, au nettoyage du centre ou aux réunions de formation interne. Il est également important de définir la capacité maximale d'accueil du centre en termes d'apprenants et de journées de formation. Ces règles de planification doivent permettre une utilisation maximale du centre en sachant qu'un taux d'occupation proche de 100% laisserait peu de souplesse pour toute modification. Donc, dès sa création, l'activité du centre doit être recueillie et documentée dans une base de données, recensant le type de formation, le nombre de formateurs et d'apprenants, le temps de formation, ainsi que les évaluations des sessions par les apprenants. Des comptes rendus réguliers et exhaustifs permettront de justifier les demandes aussi de crédit ou de recrutement de personnel. Dès la phase de création, une équipe de direction adaptée à la taille du centre doit avoir la responsabilité de cette organisation. Cette équipe sera composée au minimum d'un directeur qui doit avoir une expérience clinique, pédagogique, technique et diplômante. Le rôle du directeur du centre est comparable à celui d'un chef d'orchestre, capable d'organiser le centre, d'anticiper et de régler les conflits entre les équipes de spécialité, dont les priorités et les approches sont parfois très différentes. Il doit connaître les formateurs du centre de simulation, mais aussi les décideurs et le fonctionnement des institutions, ce qui pourra faciliter le développement du centre. Il est aussi un élément moteur en termes de recherche scientifique et de collecte de fonds. Ce rôle, il est essentiel tant si bien que la présence d'un directeur dédié à temps plein au centre fait partie des critères d'accréditation de certaines sociétés savantes américaines. En partie, dans le rapport de l'HAS, un niveau 3 nécessite un directeur à plein temps. La rédaction d'une charte aussi de fonctionnement du centre est primordiale afin de préciser les droits, les devoirs de chacun et de formaliser la gouvernance. Pour les locaux, il n'existe pas de structure comparable aux grands centres internationaux. La majorité d'entre eux disposent d'au moins de 3 salles de simulation et d'une salle de débriefing. Le challenge est alors d'organiser le centre afin que les structures disposent des ressources nécessaires pour enseigner, que les apprenants soient motivés pour progresser et pour que chaque espace soit rentabilisé en termes de temps de formation. Prévoir par exemple des salles de simulation génériques et non pas spécialisées d'emblée permet qu'elles puissent être facilement transformables en bloc opératoire, en sas d'urgence, en cabinet médical ou toute autre configuration. L'accueil des apprenants aussi, l'accueil des apprenants doit être pris en compte en prévoyant du personnel de réception, des vestiaires, des toilettes, une salle de détente. La signalétique doit être claire afin que l'apprenant ne se perde pas. Certains centres ont poussé cette organisation à l'extrême,
en utilisant des techniques de gestion de flux afin que les participants qui débutent une simulation ne soient pas jamais en contact avec ceux qui terminent dans un but de limiter toute perturbation. On a parlé du stockage, qu'il faut avoir un espace entre 20 et 30% qui soit dédié au stockage et à la logistique. C'est l'équivalent d'un coulisses de théâtre qui doit permettre le stockage, la préparation de la session et la maintenance du matériel sans empiéter sur le temps de formation. Enfin, le coût des simulateurs et de leur environnement technologique impose surtout la sécurisation des locaux. L'autre défi est de développement une politique de recrutement et de fidélisation de formateurs pour avoir un pool de formateurs compétents. Et selon le rapport de 2012 de la SAS, les formateurs en matière de simulation doivent bénéficier d'une compétence réelle validée par l'obtention d'un diplôme universitaire scientifique. Et comme on l'a dit, il y a actuellement beaucoup de diplômes pour assurer cette formation. Il n'existe pas de réglementation en termes de nombre de formateurs par centre, comme c'est le cas de certains pays anglo-saxons, où le nombre de formateurs est un critère dans l'accréditation d'un programme de formation. Certains parlent d'un ratio 1 formateur pour 5 apprenants. Ce choix du nombre de formateurs nécessaire pour une session dépend aussi du scénario, des techniques de simulation utilisées, des objectifs pédagogiques, des compétences spécifiques nécessaires lors du débriefing. Les formateurs doivent être dégagés aussi de leurs obligations cliniques lorsqu'ils participent aux activités du centre de simulation. Ceci nécessite le soutien des hiérarchies institutionnelles pour que le temps de formation soit pérenne, régulier et intégré dans le planning de fonctionnement du centre. Les centres de simulation et des structures hospitalières ont un intérêt de s'y associer. Dans un contexte de pénurie de certains professionnels de santé, l'accès et ou la possibilité de participer activement à un centre de formation peut être des éléments d'attractivité et favoriser le choix d'installation de ces professionnels dans des structures de centres existants. Le centre doit être organisé pour les formateurs, car ils sont les premiers utilisateurs. Idéalement, on doit pouvoir leur offrir toutes les ressources nécessaires en termes de locaux, les bureaux, les vestiaires, les matériels, l'informatique et l'organisation, un secrétariat pour gérer leur planning. Il doit exister aussi un projet pédagogique pour une homogénéité des pratiques au sein du centre. Des ressources pour le développement de scénarios peuvent être proposées par le centre sous la forme de modèles, de scénarios, de banques de scénarios, de séminaires de formation interne ou par la présence d'experts pédagogiques. Il en est de même pour la promotion de la recherche, des accès à des revues scientifiques en ligne, les réunions régulières dans un groupe de recherche et de développement au sein du centre et la relecture de leurs publications. Les formateurs doivent bénéficier du temps pour leur formation continue, qu'elle soit interne ou externe dans des congrès ou de formation universitaire. L'objectif étant de permettre aux formateurs de développer leurs compétences et leur profil personnel. Certains seront plus orientés vers la création de scénarios, d'autres vers l'animation de sessions de simulation et d'autres vers la recherche. Ce niveau d'expertise vers lequel doivent prendre tous les centres de simulation a un coût financier non négligeable. Donc, favoriser l'autonomie des instructeurs vis-à-vis à l'utilisation des simulateurs permet au staff de se consacrer à d'autres tâches. Donc, il est important de développer la polyvalence au sein des formateurs afin que l'absence imprévue d'un personnel
ne mettent pas en péril l'organisation d'une séance de simulation. Il est illusoire qu'un centre repose uniquement sur des formateurs, car la fonction première est l'enseignement. Donc, dès que possible, il est recommandé de faire appel à d'autres compétences comme un technicien ou ingénieur biomédical pour la maintenance du matériel, d'une secrétaire pour gérer les inscriptions, les plannings et l'accueil. Même si cela peut paraître anecdotique, le fonctionnement d'un centre de simulation nécessite d'autres compétences qui peuvent paraître subalternes, mais qu'il ne faut pas négliger, comme l'entretien des salles et la logistique. Le nombre de personnel sera déterminé par le budget en étudiant la possibilité de la mobilité interne du personnel d'un autre centre vers le centre de simulation. Pour le parc matériel, le but est d'équiper le centre avec du matériel adapté malgré un budget souvent limité, d'assurer la maintenance et le renouvellement des équipements au gré des évolutions technologiques. Pour chaque programme de formation, il est nécessaire de sélectionner le matériel de formation le plus adapté aux objectifs pédagogiques, aux apprenants, et ne pas céder aux toutes technologies en utilisation, par exemple, un mannequin de haute fidélité lorsque la formation est réalisable sur un simulateur procédural ou un mannequin de basse fidélité. Le stockage et la maintenance ne sont pas négligés sous peine d'une destruction plus rapide de simulateurs. La durée de vie d'un simulateur, généralement, c'est 5 ans. Néanmoins, une défaillance du matériel reste toujours possible et hormis les rares centres ayant le matériel double, il est judicieux d'avoir anticipé une solution de rechange en cas de panne. Le dernier enjeu commun à tous les centres de simulation, c'est la communication. Améliorer la communication interne avec les bénéficiaires potentiels et les participants du centre permet d'optimiser son fonctionnement, en particulier pour un centre multidisciplinaire. Le support de cette communication est le plus souvent un site internet ou intranet qui permettra la réservation des plages horaires, la planification des réunions et l'accès à distance aux banques des scénarios, d'images et de présentation de simulations ou de centres. Des newsletters transmises par courrier électronique permettent d'annoncer les événements marquants de la vie d'un centre. La pérennité du centre nécessite qu'il se fasse connaître ou reconnaître comme un lieu de formation d'excellence. Pour cela, il s'agit de saisir toutes les opportunités de communiquer. La démarche est organisée comme l'organisation de réunions à destination des centres hospitaliers, des institutions, des écoles de formation personnelle et du personnel hospitalier, d'élaborer des brochures à destination des apprenants, de créer un site internet qui est la vitrine du centre, idéalement en bilingue si c'est possible, en trilingue aussi, la communication par l'intermédiaire des médias. Quel que soit le support choisi, la présentation du centre doit être exhaustive, sa localisation, ses moyens d'accès, le calendrier de formation, présenter la simulation, les formateurs, les simulateurs du centre, si le centre il est accrédité, les conditions de participation, quelques témoignages d'apprenants et les résultats des évaluations des séances antérieures. Le centre doit participer au développement et à la promotion de la simulation par l'adhésion aux sociétés savantes, à la participation à des séminaires de formation ou des congrès et la publication d'articles scientifiques. La création de réseaux entre les structures est importante car elle permet de réaliser des études multicentriques et de mettre en commun les scénarios. En conclusion, une conception d'un centre de simulation bien pensée et bien conduite permettra de créer des conditions idéales pour atteindre ses objectifs éducationnels et garantir ainsi sa pérennisation. Cette conception d'un centre repose sur une réflexion pédagogique, économique et sociale qui devrait permettre à celui-ci de durer dans le temps
et de renforcer les parcours multidisciplinaires. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Neija, pour votre excellente présentation. Vous avez fait le tour de la question. On le sait très bien, vous êtes un expert dans la matière. Donc, vous avez bien détaillé l'objectif du sujet concernant la mise en place des centres de simulation. Vous avez parlé du plan architectural, organisationnel, du curricula et vous avez bien détaillé le dilemme de la question qui est comment assurer la viabilité d'un centre et surtout le côté managérial et budgétaire du centre. Donc, vous utilisez la méthode SWOT comme tous les autres centres, bien sûr. Et on a bien compris que il s'agit tout le temps d'une évaluation externe des menaces et des opportunités pour bien assurer la viabilité. On a bien palpé que l'évaluation interne est bien faite dans votre centre et à travers le comité institutionnel, vous avez parlé d'un bilan d'activité annuel bien conduit. Donc, vous évaluez au fur et à mesure vos formations pour atteindre les objectifs pédagogiques. Donc, on a bien compris que l'autofinancement. Effectivement, on a essayé de mettre en place une plateforme au niveau du centre, essentiellement pour la visibilité pour tous les enseignants, mais surtout pour avoir un planning bien défini. Et donc, il y a dans notre organisation ce qu'on appelle la prise de rendez-vous pour les gens. Et à partir de là, on voit notre activité. Est-ce que cette séance a été réalisée ou pas? Est-ce qu'elle a débordé dans le temps? Donc, tout est répertorié afin que pour voir à la fin notre activité, est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce que toutes les salles ont été fonctionnelles? Est-ce que tout le matériel qu'on dispose a été utilisé ou pas? Très bien. Donc, on est bien d'accord que pour le fonctionnement et la continuité, il faut avoir cette assiduité, cette pertinence d'évaluation comme la vôtre. J'aimerais juste poser deux petites questions avant de passer aux questions de l'assistance concernant l'autofinancement de votre centre. Est-ce que vous avez pu développer quelques idées afin que l'on puisse s'inspirer de votre expérience, à part ce qu'on peut avoir comme partenariat, comme des dons, comme des formations spécialisées? Concernant notre centre de simulation, qui est un centre institutionnel au niveau de la faculté, donc il y a déjà un budget qui est déjà au départ, au niveau de la conception, c'était un projet universitaire sur un projet d'appui à la qualité. Donc le fonds pour la conception était de là. Et puis on a un budget institutionnel pour chaque année. L'autofinancement vient des sessions de formation, que ce soit des formations pédagogiques ou des sessions pour des apprenants, et en particulier dans les cadres des formations, dans certaines journées de formation des sociétés savantes. Donc, c'est là, les inscriptions viennent de là et l'autofinancement vient essentiellement de là. Il y a aussi certaines institutions privées, en particulier de soins infirmiers, qui n'ont pas de centre de formation. Donc, il y a des conventions qui ont été établies pour former leurs étudiants au centre de simulation de la faculté de médecine. Et donc, c'est toujours là, de cette partie, qui vient l'autofinancement. Il y a aussi un petit peu les donateurs qui participent, mais surtout les donateurs essentiellement pour des trucs matériel informatique, mais pas pour le matériel de simulation. Tout ce qui est bureautique, c'est essentiellement ça. Eh bien, c'est très intéressant comme idée. Une toute autre question. Alors, concernant les centres spécialisés, est-ce que vous êtes pour à la création de centres de simulation spécialisés, par exemple en matière de trauma center, surtout dans les régions où vous avez des pôles d'excellence? Et, je prends l'exemple du CESU, par exemple. Euh, continue toujours dans la spécialité en urgence et soins intensifs. Est-ce que vous êtes pour cette idée de centre spécialisé? Ou bien on reste dans la polyvalence? Je pense que il vaut mieux que ce soit polyvalent. Parce que se fixer surtout dans une seule région, avoir un centre spécialisé,
les opportunités par la suite d'avoir plus de formation va se réduire au fil des années. Et donc, je pense qu'avoir un centre polyvalent va permettre une bonne viabilité du centre. Les CESU, ce qu'on voit actuellement, nous, par exemple, l'activité de CESU, elle est de plus en plus moins importante par rapport à ce qu'a été avant. On passe, si vous permettez, aux questions de l'assistance. Je commence avec la question de Dr Guignane Khadija, qui est réanimatrice à Rabat. Donc, elle a posé sur la question pour la viabilité d'un centre, vous exigez combien de formations mensuelles? Mensuel, de formation de formateurs ou bien déjà pour les formateurs, la formation de formateurs. Je commence par ça. Il y a ce qu'on en a maintenant, il y a deux types de formation. Il y a une formation diplômante sur l'année, sur un certificat d'études complémentaires ou un DU, ce qu'on appelle un DU, sur une année où il y a à peu près 9 à 10 modules, plus un stage pratique. Et on essaie d'avoir essentiellement les enseignants universitaires ou des professions paramédicales, enseignants qui vont participer. Il y a aussi sur l'année 3 sessions de formation courtes, de 3 journées, une formation courte pour avoir essentiellement les référents de stage dans les hôpitaux. Ça, c'est pour la formation de formateurs. Pour les formations, c'est-à-dire ces formateurs qui vont assurer des formations pour les apprenants, bon, on n'exige pas un nombre bien déterminé, mais je pense qu'il faut y penser pour avoir c'est-à-dire pour que les formateurs soient toujours dans le bain de la simulation. Donc, votre cible de l'effectif des formations porte surtout sur la session de la formation des formateurs, plutôt Et que... pour le moment, on essaie pour augmenter le nombre de formateurs. C'est notre objectif principal pour le moment. D'accord. Je passe à la deuxième question de Monsieur Bouchelb, Younes. Je vais essayer d'abréger un petit peu. Est-ce qu'il est envisageable de classer les différents centres selon leur niveau de construction et selon le coût? Par exemple, si on peut citer le niveau 1, donc des centres dédiés à la simulation procédurale, on passe au niveau 2, qui est plus coûteux, avec un équipement plus coûteux, procédural avec des mannequins de basse fidélité, et puis on passe au niveau 3 avec niveau 1 et 2, des mannequins de haute fidélité. Est-ce que cette classification est faisable? Je pense que oui, c'est possible, mais c'est-à-dire rester sur un seul type c'est-à-dire un niveau 1 avec un basse fidélité jusqu'à un niveau 3 de haute fidélité, je pense que euh, c'est pas très très rentable. Je pense que la classification qui a été faite par la HAS, qui regroupe avec les trois niveaux, mais en se basant sur l'activité pédagogique, les ressources humaines, les locaux et les équipements. Euh, le, dans l'HAS, je pense que le niveau 1 euh, il précise pas le type de matériel. Euh, il faut avoir du matériel, quel que soit, c'est-à-dire de basse ou de basse ou de haute fidélité, mais pour le niveau 2 et 3, il est obligatoire d'avoir les différents trucs. Donc, je pense que la classification sur le matériel uniquement, il faut éviter, il faut classer sur l'activité pédagogique essentiellement et scientifique que peut proposer un centre de simulation. Très bien. On partage votre avis. Il y a la question de notre chère Madame Himar Khadija, qui est enseignante à l'ISPIS de Rabat. Existe-t-il des programmes de subvention ou des partenariats internationaux pour soutenir de tels projets? Je ne sais pas, sincèrement.
Mais je sais que nous, le centre, quand on l'a conçu, c'était un projet, ce qu'on appelle le projet d'appui à la qualité universitaire, qui était surtout, c'est une subvention de la Banque mondiale. Je pense que sûrement il y a quelque chose dans ce sens-là au niveau des universités qui peuvent financer des centres de simulation avec des crédits bien déterminés, sûrement. Je passe à la question de professeur Brahim Boukhata, qui est réanimateur anesthésiste connu de tout le monde à Fès. Donc, il vous pose la question sur comment peut-on fidéliser et motiver les formateurs? Y a-t-il un curriculum idéal touchant les différents niveaux de première au sixième année, De première, à la sixième année? Donc, c'est-à-dire de première, hein, les étudiants, ça, ou bien. je suppose, les étudiants. Sincèrement, les étudiants, ils sont très demandeurs, très demandeurs des séances de simulation. Pourquoi ils sont très demandeurs? Parce qu'on le sait tous, les terrains de stage hospitaliers, on a un nombre très important d'étudiants dans les terrains de stage. Et donc, ils n'arrivent pas à avoir tous leurs objectifs. Et donc, moi, ce que je remarque dans notre centre de simulation, j'ai toujours des étudiants qui viennent me voir pour me dire, monsieur, on a besoin de faire des gestes bien particuliers parce qu'on l'a jamais vu dans notre stage. Et donc, à chaque fois, on a des demandes. Et c'est pour ça, on a essayé, en plus des stages de formation, de créer des formations en dehors de leur cursus universitaire, des ateliers pratiques à leur demande. C'est eux qui demandent ces ateliers pour leur formation. Et donc, l'étudiant, ils sont toujours demandeurs, je pense, pour ces formations en simulation. Et lorsque l'étudiant demande ce besoin spécifique, est-ce que vous évaluez ces demandes à travers le comité ou bien c'est leur enseignant direct qui pourra répondre? Bien sûr, on évalue. Eux, ils viennent directement. Quand ils voient un objectif qui n'a pas été atteint dans leur stage, ils viennent directement, surtout pendant les vacances, pour nous dire on a besoin de ça. Et donc, nous, on essaie d'évaluer. On a le comité pédagogique du centre de simulation essaie d'évaluer. Et s'il y a une demande très importante, on doit s'incliner pour assurer cette formation. C'est un témoin de la réussite des objectifs pédagogiques lorsqu'on a une demande de plus. Ouais. Félicitations pour ça. Alors, j'essaie d'aller par ordre sur les questions pour ne léser personne. Et professeur Mouhawi, si on dépasse le temps, vous nous arrêtez. Donc, il y a plein de questions. Votre présentation était tellement intéressante que ça a sollicité beaucoup de questions d'intervention. Donc, il y a Madame Brdali Siham, qui est enseignante à l'ISPITS de Casablanca, qui pose la question sur est-ce que vous faites des collaborations avec les établissements de soins locaux? Et est-ce que votre programme de développement professionnel continue? Donc, sur le développement professionnel, vous l'avez expliqué après sa question. Donc, on garde la première partie sur la collaboration avec les établissements des soins locaux. Oui, on a des collaborations avec la majorité des institutions de pôle de santé, généralement, institutions professionnelles, des paramédicaux, et il y a une collaboration dans les deux sens, hein, dans les deux sens avec ces institutions. Et ils ont un programme, ils viennent ici pour les programmes. On a même dans les programmes des institutions, des paramédicaux, il y a un truc optionnel qui a été mis en place, c'est l'enseignement de la pédagogie de simulation pour les étudiants de troisième année en sciences infirmières. On l'a introduit dans le programme et on assure ça sur place. Très bien. Alors, je passe à la question de notre chère Madame Jamila Bouglala de la Belgique, qui pose la question sur combien de formateurs doit avoir un centre de simulation pour qu'il n'y ait pas de burn-out et pour la viabilité du centre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines institutions qui accréditent les centres de simulation, et en particulier aux États-Unis,
Ce qu'ils disent, c'est que, il faut un formateur pour 5 apprenants. Et donc, le nombre doit être très, très considérable. Et d'ailleurs, un des problèmes des centres de simulation, en plus des problèmes financiers, c'est le nombre de formateurs. Le nombre de formateurs n'est pas tellement important dans certains centres. C'est pour ça, ça explique ce qu'elle vient de dire. On peut avoir un burn-out. Et donc, il faut de toutes les façons avoir le maximum, essayer de fidéliser, surtout de fidéliser, parce qu'on peut avoir des formateurs au bout de 2, 3 ans qui vont quitter. Il faut essayer d'essayer de fidéliser. En particulier, la fidélisation vient dans les projets de recherche, dans les participations dans des congrès, tout ça, l'inscription dans des revues scientifiques, le paiement de pour payer, on essaie de payer les articles scientifiques pour qu'ils soient publiés. Donc, tout ça, on essaie de fidéliser les formateurs à partir de là. Ça rejoint la question de professeur Bourta qui a demandé les moyens de motivation des formateurs. Donc, c'est une autre réponse à sa question. Le nombre de formateurs dépendra bien évidemment Des du programmes de formation qu'on a. parce qu'il s'agit du procédural, de la Oui, communication. Donc, le oui, nombre de bien sûr. formateurs peut changer selon la Bien sûr. simplicité de l'objectif. Alors, il y a la question de Monsieur Yassine Ouaïda de Casablanca qui pose la question sur quels leviers de gestion en termes de financement, partenariat et innovation peuvent être utilisés pour minimiser les faiblesses et maximiser les forces. Là, je pense que vous voulez ajouter, Non, j'en ai parlé tout à l'heure. voilà. Alors, il y a Dr Hicham Idrissi. C'est le responsable de la formation continue à la délégation du ministère de la Santé à Rabat. C'est un expert dans le domaine de gestion hospitalière et de qualité. Je vous salue, mon ami. Alors, il vous pose la question, alors là, des normes Des normes de qualité, je pense. de qualité spécifiques Spécifiques au centre de simulation. au centre de simulation? Voilà. Sûrement, il y a dans les programmes d'accréditation de centres, il y a les normes de qualité qui doivent exister. C'est bien identifié, surtout dans les grilles d'accréditation des centres de simulation. Si, il y en a. D'accord. Alors, Monsieur Kader Ndiaye, alors qui pose la question. Euh, Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut parler d'un centre de simulation innovant sans moyens technologiques importants, à l'image du centre d'Amiens ou du Rwanda? Bien qu'on dit que la simulation n'est pas une technologie, c'est une technique. Alors, Il existe toujours des moyens importants pour... il faut des moyens, de toute façon, pour avoir un centre. Les pour être moyens, c'est la considéré. pierre angulaire, je pense. Il faut avoir des moyens pour avoir des centres innovants. Euh, il faut beaucoup de moyens, sincèrement. C'est pour assurer le maximum de sécurité, avoir cet aspect d'immersion Ouais. réelle pour les patients, pour réussir nos objectifs. Alors, Monsieur Hafid Qadmaoui pose la question. Est-ce que le centre de simulation est en mesure d'être attractif point de vue économique pour des investissements privés protagonistes? Je pense que oui, parce que je l'ai dit dans la présentation, euh, l'utilisation de la simulation va permettre, en particulier dans certains programmes de formation, d'essayer de diminuer les événements indésirables. Et donc, diminuer les événements indésirables, en contrepartie, on aura moins d'hospitalisation, moins de durée d'hospitalisation, moins de durée moyenne de 6 jours. Et donc, sur le plan économique, je pense pour certaines institutions, c'est un bénéfice économique très important. C'est indirectement. Indirectement liés. Alors, Madame Fdoua Rabou pose la question sur quels sont les critères de choix des formateurs. La motivation, je Leur pense que demande, la motivation, c'est la pierre angulaire. Si on n'est pas motivé pour faire de la simulation,
Et d'une façon générale, si on n'est pas motivé par la pédagogie d'une façon générale, on ne peut pas être un bon formateur. Donc, la motivation, c'est un élément important, je pense. La motivation et bien évidemment la qualité. Et est-ce que vous exigez euh, des formations spécifiques, masterclass ou un DU donc Non, pour le moment, puisque le nombre n'est pas très important, pour les formations dans notre institution, en particulier dans notre faculté, on essaie essentiellement d'avoir des DU pour avoir des formateurs bien formés, mais aussi pour augmenter un petit peu le nombre, certains pools qui va faire les masterclass et après ils vont passer en formation, c'est-à-dire diplômante. d'accord. Alors, il y a Madame Wissam Idrissi, excellente enseignante à l'Hospice de Casablanca, qui pose la question sur les méthodes de maintenance du matériel. Est-ce que vous avez un rythme régulier pour assurer cette maintenance? Est-ce qu'il y a un responsable interne ou externe pour assurer? Est-ce qu'il y a donc une pérennité du financement? Pour la maintenance, de toute façon, pour c'est-à-dire le personnel autre que le personnel formateur, euh, on n'en a pas de technicien disponible tout le temps. On a une secrétaire et certaines infirmières. Et pour la maintenance, ils sont chargés à chaque fois, à chaque utilisation du matériel, ils se chargent du nettoyage, ils se chargent de le bon stockage, mais surtout, au bout de 2, 3 mois, surtout pendant les périodes de vacances, à chaque fois il y a une vacance, il y a une maintenance du matériel de façon préventive, D'accord. de façon systématique. Il y a un autre problème, surtout pour le matériel où il y a des usures mécaniques et tout. Ça nous pose un grand problème parce que on n'a pas de technicien biomédical pour assurer cette maintenance. On est obligé de passer par les sociétés qui nous ont vendu le matériel et les services après-vente pour assurer cette maintenance. Quand on a un problème technique. D'accord. Pardon. C'est vrai que la présence d'un technicien en biomédical ou d'ingénieur en biomédical est une chose qui est élémentaire dans un centre, le temps que ça arrive. Donc là, il y a le professeur Mouravi qui nous fait signal d'arrêter les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent encore et encore. Donc, je suis obligée d'arrêter. Je sais très bien qu'on est toujours, qu'on veut toujours continuer à avoir plein d'explications de votre part. Je tiens vraiment à vous remercier pour Merci beaucoup. ces éclaircissements, pour votre générosité scientifique qui émane d'une grande expérience. Et on espère vous voir, vous inviter lors d'un prochain webinaire. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci à toutes et à tous. Mais avant la photo du groupe, il y a le grand Adib avec nous. Il a un petit temps tunisien derrière quand même. Et je suis sûr qu'il voudra dire qu'un petit mot quand même. Dodo. Oh, moi, je suis très content déjà de la présence de Walid dans ce webinaire. Walid est Merci une beaucoup. connaissance de très longue date, est une amitié extrêmement forte. Et j'ai vécu avec lui pas mal de choses, notamment sur la simulation en anesthésierie. Donc, je suis très fier de pouvoir vous accueillir, Walid. وربي يفضلك ويعيشك Beaucoup. ونتمنى إن Merci. شاء الله. Euh, Inch'Allah. Maintenant, par rapport à la thématique, tu as fait tout le tour. Euh, c'est beaucoup de messages extrêmement importants que les gens devraient retenir. Et je suis d'accord sur toutes les réflexions, notamment sur le niveau, c'est plutôt le scientifique et les ressources humaines, pas le matériel. Il y a des concepts de centres de simulation low cost, de one room, schoolhouse, beaucoup de choses qui tournent. Le plus important, c'est la valeur pédagogique et tu l'as glissé dans une diapo. La présence pédagogique est extrêmement importante. Tout à fait. Très, très bien. En tout cas, Walid, merci beaucoup. Alors, Merci. ça m'a fait plaisir qu'on se rencontre à Bonn. Ça m'a fait plaisir la convention que nous avons signée ensemble. Merci beaucoup. C'est très bien que tu seras plus que le bienvenu à Oujda, Inch'Allah. On t'attendra et on t'accueillera avec les bonnes vieilles traditions marocaines.
Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois. Merci Merci à beaucoup. Donc, tous. on va se voir dans 4, 5, 6 petites semaines, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci encore et encore. سلام الجميع أهل تونس يعيشكم تبارك الله عليكم. Aïcha. Moi, j'aimerais quand même demander à tout le monde d'activer la caméra pour qu'on puisse prendre une photo de groupe. Allez, tout le monde, go, 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 go. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a beaucoup de personnes que je reconnais. Ah, Kader est là en plus. Allez, tout le monde, tout le monde. Melika Mili. Bourta, elle est là, bien sûr. Plein, plein, plein de monde qu'on connaît. Allez-y, tout le monde, tout le monde. Il y a encore des cases qui sont vides. Encore, 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 encore. Allez, plus de courage. Encore trois petites cases. Et on va prendre la belle photo quand même. Allez, 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 allez. Ah, Saïd Jiden. فيك البرد. Allez, 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 tout le monde. درويش محمد là. Mais ça tourne la caméra. Voilà, super. Allez, j'ai besoin de deux autres cases, comme ça, tout le panneau va être. Allez, encore une seule, une seule. C'est bon. Allez, je vais dire 3, 2, 1 et un grand sourire, d'accord? 3, 2, 1, grand sourire. C'est fait. Bonne soirée à toutes et à tous. Alors, il n'y aura pas de webinaire pour le mois de février, pour la bonne cause, parce que le mois de février, c'est le congrès. Et on reprendra les webinaires, Inch'Allah, le mois de mars, Inch'Allah. Allez, très bonne fin de soirée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Bientôt. Bye bye.